Tu dis quand même que tu as généré 500K justement par an, hein. Alors, Ou par mois. On est d'accord. Par an. L'année dernière, j'ai fait 320K. Ouais. Et là, cette année, C'est je l'objectif. suis sur mon objectif de faire 500K. C'est OK d'avoir peur. Parce qu'en gros, l'entrepreneuriat ou les autres trucs cool dans la vie, c'est pas réservé aux gens courageux, enfin aux gens téméraires. C'est juste des gens normaux qui ont eu peur. Il n'y a pas un gène de l'entrepreneuriat, il n'y a pas un moule du super entrepreneur. Donc là, ça m'a forcé à me creuser les méninges sur comment je peux scaler, c'est-à-dire créer un produit, une offre scalable, donc qui dépasse mon propre temps. En fait, mon plus gros objectif des 5 prochaines années, et c'est vraiment ridicule, mais bon, j'assume. Bonjour Flavie. Bonjour Déborah, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle interview introspective, parce que j'aime bien le dire. On essaye de creuser justement un petit peu plus que ce que tu as l'habitude. Tu es ultra connue sur LinkedIn, mais de manière générale dans le freelancing. On va en parler en détail, donc je ne vais pas trop teaser nos invités. On parlera aussi de gros chiffres, parce que c'est propre aussi à ce que toi tu communiques. Tu as aussi l'habitude de faire, j'ai noté, 800 épisodes de podcast. On est d'accord, hein? La staccano, quoi. C'est exactement ça. Depuis 5 ans, c'est pas en un an. Oui, mais c'est déjà pas mal. Alors, je précise, elle a dit 800 que en 5 ans. Certains en font 8 en une année, mais on est OK. On va pas forcément te représenter, parce que certains te connaîtront, et puis je mettrai la description vraiment de ton parcours en détail, on va en parcourir. Mais moi, ce que j'aime bien savoir, c'est un peu d'où tu viens. D'où tu viens, c'est-à-dire qui est justement la petite Flavie de 10 ans. Elle rêvait de quoi à 10 ans, par exemple? Alors déjà, ça s'entend pas, mais moi j'étais une enfant de la Méditerranée. Donc j'habitais dans un petit village catalan à Port-Vendre, au bord de la mer. Donc en gros, jusqu'à mes 8 ans, j'étais tout le temps dans la mer, à nager, avec des poulpes, des poissons. C'était vraiment ma passion, quoi. Je voulais pas faire ça dans ma vie, mais à l'époque, du coup, j'étais vraiment très insouciante. Et ce trait de caractère-là, je l'ai gardé. Et du coup, évidemment, je ne pensais pas du tout au travail. En gros, ma vie se résumait à aller à la plage, à dessiner. Alors, mon père est un peu artiste du dimanche, tu vois. Enfin, en gros, il avait un job, mais la nuit, le week-end, il avait son atelier, il était en train de peindre. Comme les freelances de maintenant qui n'assument pas totalement. Exactement. C'était déjà un side business, on va dire. Enfin, pas business. Et du coup, je dessinais des BD. Et ma mère était prof de français, donc c'était la lecture. Donc j'étais beaucoup aussi dans des mondes imaginaires, toujours en train de me créer mon petit monde. Et j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, donc il faut savoir que j'ai eu une enfance un peu d'enfant unique, parce qu'il était déjà grand, donc il était déjà parti, quoi, en gros. Donc voilà, si je combine un peu tout ça, j'étais vraiment... ma vie, c'était, je sais pas moi, être explorateur, genre Indiana Jones, écrire des bandes dessinées, voilà. Mais je ne savais pas que c'était des métiers possibles, donc c'était juste plutôt des passions. Ouais, c'était des passions, un peu des rêves d'enfant. C'est ça. Tu disais, mais je ne pourrais pas être soit justement, par exemple, médecin ou soit artiste. Tu avais envie de faire quoi comme métier? À un moment, j'ai eu envie d'être architecte. Ça me plaisait bien, tu vois, le côté, il y avait du dessin, ça partait de là aussi, et le côté pratique, le côté beau aussi, je sais pas, on allait souvent visiter des choses, donc voilà. C'est le premier métier dont je me souvienne qui avait du sens à mes yeux. Et après, je trouve ça assez noble, tu vois, comme métier. Mais bon, finalement, j'ai pas suivi du tout cette voie parce que je pense que je me suis un peu laissée porter, tu vois, un peu voire royale, entre guillemets. C'est le classique, quoi. Ouais, classique. Comme tout le monde. Bac scientifique, après classe prépa, école de commerce. Tu t'estimais douée donc plus dans le scientifique? Tu pensais que tu n'étais pas bonne littéraire? Non, pas du tout. Ouais. J'étais pas du tout une scientifique douée. J'étais juste douée à l'école. Enfin, en tout cas, j'étais bonne élève. Et je pense que voilà, j'ai suivi un peu ce que les parents vont te dire, tu sais, pour la sécurité. Maintenant, ça me fait bien rire par rapport à la carrière que j'ai. Médecin, avocat, notaire ou assureur. Voilà. Non. Mais je pense que eux, c'est bizarre parce qu'ils avaient une approche très artistique, tu vois. Et en fait, ils m'ont pas orientée vers ça. Donc voilà, j'ai gardé l'artistique comme un hobby, mais pas du tout comme un métier. Quoique finalement, avec ma vie de maintenant, on va y revenir, mais ça a une part plus importante dans ma vie, quoi. C'était dans les années 80, t'es 85 je crois. 85, hein. C'est ça, 84, donc on salue les clubs Dorothée parce que c'est un peu mes auditeurs aussi. C'est ça. Et c'est vrai que l'image du freelance n'existait pas, donc forcément c'était impossible d'imaginer, en plus une femme chef d'entreprise, si t'avais pas au moins... moi mon père il me disait... si t'as pas 10 000 ou 20 000 euros de côté, mais crée pas d'entreprise, quoi. Ah non, puis moi, mes parents, les deux sont fonctionnaires.
était. Donc, j'ai jamais entendu le mot entrepreneur dans ma famille, ou alors c'était l'entrepreneur, tu vois, du bâtiment, tu vois. Mais vraiment, ils n'avaient pas du tout le goût du risque. Je me rappelle un des premiers jobs que j'ai eu. Donc, j'ai travaillé d'abord dans la fonction publique, comme quoi j'ai perpétué la tradition familiale, dans des musées, comme quoi je voulais quand même faire un truc artistique. Ouais. Et après, je suis partie dans le privé, je suis partie à la Poste. Alors, ça peut faire rire les gens qui vont nous regarder, qui vont se dire non, mais la Poste, what the fuck, c'est presque un truc public. Et quand j'en suis partie pour aller vraiment dans le privé, pour le coup, j'étais partie chez Sixt après, ma mère a pleuré. Elle m'a dit, gentiment, mais un peu d'émotion, en me disant « Mais tu es en train d'abandonner un job à vie ». Et j'ai dû lui expliquer que déjà, à notre époque, il n'y avait plus de job à vie, tu vois. Il n'y avait plus le côté fonction publique et tu restes toute ta vie. Ouais, pour elle, tu allais dans l'insécurité, en fait. C'est ça. Donc, si la Poste, quitter la Poste, c'est l'insécurité, je ne te parle même pas d'entreprendre, freelancing, soloprenariat, tout ça. Donc, voilà, c'est rigolo de se dire que, quelque part, on a notre héritage familial. Après, on peut aussi le dépasser, quoi. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des chercheurs que j'ai pu interviewer dans le passé qui parlent d'épigénétique, tu sais, vraiment sur les maladies, sur les croyances. On dit que sur 2-3 générations, c'est vrai que finalement, on est un peu une génération révolutionnaire où on va faire ce tremplin. Ouais. Est-ce on peut dire qu'on a vu naître un peu le freelancing dans les années 2009, pour citer l'année. Avant d'arriver justement à l'entrepreneuriat, tu as été une quinzaine d'années donc salarié dans différents secteurs. C'était vraiment du confort dans le salariat ou tu aimais quand même ton job ? Alors franchement, moi j'ai toujours aimé mon job. Je suis pas du tout de la mouvance job passion. Ça m'a toujours énervé ça parce que en fait. Si j'étais pas passionnée genre de développement commercial, c'est pas ce genre de passion, mais mes missions du jour, au jour le jour, elles étaient intéressantes. Et donc voilà, je pense pas que dans la vie 100% des humains peuvent faire un job passion et que les métiers sont pourtant utiles. Voilà. Après, je pense que je l'ai fait, j'avais de l'ambition aussi, j'étais très carriériste quand même, donc j'avais vraiment envie de réussir. Et par contre, je me suis vraiment laissée porter. Dans le sens où je pense que c'est peut-être un fruit de mon époque aussi, mais voilà, école de commerce, fallait faire carrière. Je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit, je veux être PDG à 35 ans. Ah, quand même. Ouais, je sais pas si tu vois. Petit à petit, tu nous révèles les éléments. Non, mais voilà, j'ai été manager assez tôt dans des postes de management opérationnel compliqués. Et notamment à la Poste, j'avais 25 ans et je manageais 250 personnes, un gros territoire. Et ça m'a donné le goût, je me suis dit, si j'arrive à le faire, ça ne doit pas être si compliqué de gravir les échelons. Et j'aurais pu, je pense, continuer comme ça pendant longtemps, un peu dans la rat race du salariat. Et heureusement, il y a des choses qui se sont passées qui m'ont fait réagir, qui m'ont fait faire un pas de côté aussi. Et je suis très contente de ça parce que je découvre avec l'entrepreneuriat d'autres compétences hyper complémentaires au salariat. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir bifurqué. Même si, voilà, moi, je suis de l'équipe où salariat, entrepreneuriat, c'est vraiment complémentaire. Par exemple, je sais très bien que si j'ai été une bonne freelance et tout de suite à 100K la première année, c'est grâce à mon expérience de salarié. Tu vois, c'est pas parce que je sortais comme ça sans aucune compétence. J'avais des soft skills aussi qui sont très importantes dans l'entrepreneuriat. J'avais un capital aussi culturel sur comment naviguer dans l'entreprise qui m'a été utile ensuite pour, naviguer avec mes clients. Donc, en fait, les gens qui disent qu'un salarié, c'est un sous-entrepreneur, ça m'insupporte. Ouais. Il y a vraiment cette guéguerre entre le salarié et l'entrepreneur. C'est en train de changer. Autant à l'époque, l'entrepreneur était vu un peu comme un paria, on en parlait en off. Maintenant, c'est en gros, si tu n'es pas entrepreneur, t'es un peu con parce que tu te fais exploiter par un boss. Non, mais en fait, c'est ça qui est dit sur LinkedIn. Il faut quand même dire les vérités un peu aussi. Donc, ce que j'aime bien, c'est que toi, tu as connu le salariat. Comme je dis souvent, moi, je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas l'analyser ou le critiquer. Qu'est-ce qui t'a déclenché le changement ? Parce que tu étais plutôt bien, comme tu dis, tu étais carriériste, tu avais des ambitions, tu n'avais pas des petits postes, c'est-à-dire que tu as envie d'aller de l'avant. Puis, tu aimais très certainement travailler en équipe parce que pour les salariés, c'est un peu ça aussi. Mais raconte-nous vraiment ce déclic qui a fait que tu es passé de l'autre côté, la barrière. En fait, alors déjà, par chance, moi, c'était pas un déclic malsain, tu vois, genre avoir un manager toxique ou quoi. Ouais. J'avais des managers que je respectais, que j'aimais bien et tout, qui m'ont poussée. Mais quand même, j'avais 2-3 petits clignotants qui commençaient à s'agiter. Par exemple, mon manager disait souvent de moi... Flavie, je sais pas ce que vous faites de vos soirées, vous avez tout le temps 1 milliard d'idées à la minute, etc. Et j'avais le sentiment déjà que c'était presque trop d'idées pour le cadre qu'on m'imposait.
Et ça commençait à m'énerver, en fait, tu vois. Toutes mes idées originales, et je savais que souvent elles étaient nécessaires pour conduire des changements parfois brutaux dans l'entreprise, des plans sociaux, des choses comme ça. On me disait, en gros, c'est du superflu, quoi. C'est pas du nécessaire. Et ça, déjà, c'était une opinion qui m'a marquée à l'époque. C'est que je pense qu'en gros, l'entreprise ne comprend pas la nécessité du superflu. Et là, je ne sais plus quel philosophe a dit ça, les gens sont heureux grâce au superflu, pas grâce au nécessaire. Et donc, tous mes petits gestes de créativité, mes idées, etc., souvent, on me faisait comprendre qu'il fallait les restreindre. Et pour la petite histoire, par exemple, je voulais créer un podcast à l'époque chez Sixt parce que je me disais, c'est génial, les gens sont en voiture tout le temps, c'est de la location de voiture. Moi, je dois les former, donc je vais leur mettre des petites capsules de formation en voiture et tout, ça sera sympa. Et c'est une de mes collaboratrices qui m'avait dit « Oh non, c'est trop compliqué, ça va être trop de boulot. » Sous-entendu, on a déjà autre chose à faire de plus important. Et je regrette beaucoup, en fait, tu vois, de l'avoir écouté parce que quand même, j'écoutais les gens et je me disais « Bon, c'est vrai, elle a peut-être raison, peut-être que j'ai trop d'idées, peut-être que c'est un nice to have et pas un must have. » Bon, ok. Et en fait, je l'ai fait 7 ans plus tard, tu vois, en partant. Donc voilà, suivre aussi ma créativité, avoir vraiment la capacité à être plus originale que ce que le cadre t'impose. Suivre ma vitesse aussi, parce qu'en tant que manager, on m'avait beaucoup reproché d'être la locomotive qui peut laisser les wagons derrière elle. Donc en gros, il fallait aller au rythme des plus lents dans l'entreprise et pas au rythme des plus rapides. Ouais. Et ça, au début, on range son frein, mais au bout de 10, 15 ans, ça commence à être pénible. Et après, le troisième truc qui m'a choquée, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et tout ça. Je regardais des choses des Américains. Et ils parlaient beaucoup d'ownership, c'est-à-dire le fait de posséder en fait, le fruit de son travail. Ils disaient que dans la Silicon Valley, les salariés, ils avaient de l'equity, donc ils avaient des parts dans leur société. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, moi, j'ai pas de part. Si demain je m'en vais, en fait, tout le monde s'en fout. Et en fait, je travaille pour quelqu'un d'autre. Et ça ne me dérange pas de travailler pour quelqu'un d'autre. On travaille toujours pour quelqu'un d'autre. Oui. Un client ou quoi. Un client, finalement. Mais là, il n'y a rien qui me revient de mes idées géniales ou des prises de risques que je fais. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris la différence entre travail et capital. Et j'ai eu une envie irrépressible, tu vois, de développer un capital pour moi. Et finalement, ça s'est traduit en lançant mon podcast, qui était déjà au moins mon capital intellectuel, qui pourrait me suivre si j'allais de poste en poste. Souvent, dans les entreprises, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne donne pas les opportunités, de plus en plus, d'être freelance à côté, de pouvoir générer sa créativité. Comme je te disais, moi, je n'ai jamais été salarié. En fait, ce qui m'a un peu déçu ou découragé dès le début, c'est qu'on m'a dit tu seras à une échelle, tu devras driver des gens, mais tu en feras le minimum parce que effectivement il faut étaler les idées. Et toi, ça m'avait un peu choqué. Avec le temps, maintenant je comprends, et grâce à des personnes comme toi qui ont une longue expérience, une super carrière dans le salariat, je comprends ce qui moi m'a rébuté. Et finalement, je me suis dit en fait, je vais m'écouter, mais parce que je venais de cette famille-là. Et finalement, est-ce que si tu avais une famille d'entrepreneurs qui t'avait dit ouais, t'as vu ce qu'il te dit, ou il te fait pas faire son podcast, etc. Peut-être que tu aurais bifurqué plus tôt, on ne sait pas. Oui, je pense, c'est sûr. Et puis moi, j'étais, comme je te disais, je me laissais porter et j'avais peur. J'avais un côté statutaire aussi parce que fallait réussir et tout. Et du coup, j'avais peur de perdre ce statut. Je pense que ça m'a retenue pendant longtemps. Et effectivement, quand même, quand tu quittes un job de dirigeant pour devenir freelance, tu deviens un nobody. Plus personne s'intéresse à toi, quoi, en gros. Et ça, c'est un peu délicat à comprendre. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné la niaque de me dire, en fait, je ne suis pas une petite freelance. Peut-être qu'il y a des façons d'être plus gros que son propre temps, sa propre expertise en freelance. Et c'est pour ça que j'ai enquêté et que j'ai découvert le soloprenariat. Tu gardes encore contact avec des anciens salariés de la boîte ou... Oui. Alors en plus, je suis partie en bons termes. Tout le monde t'a suivi. Non, mais tu vois, alors il y en a plein qui m'ont posé des questions en message privé, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que les gens... moi, je suis la même personne que quand j'étais salariée, en fait. C'est ça que je veux dire aussi. C'est que je ne me suis pas métamorphosée, je ne suis pas devenue une grosse dingo du jour au lendemain. Ça s'est fait en micro-dosing, un petit peu, ces petites doses de courage entrepreneurial. Peut-être que 5 ans plus tard, j'ai la parole plus libre que quand je me suis lancée, mais je suis la même personne, j'ai les mêmes qualités, et notamment cette créativité, je la retrouve aujourd'hui dans mon travail, et c'est juste que je l'exploite plus aujourd'hui, alors qu'avant, je la restreignais un peu. Tu regrettes un petit peu de ne pas l'avoir fait plus tôt ? Tu penses que c'est le bon moment ? Non, je pense que c'est le bon moment parce que c'est arrivé aussi au moment où j'ai eu ma fille. Donc, le fait d'avoir des enfants, j'en ai 2 maintenant, ça m'a aidé à contenir aussi cette folie entrepreneuriale, parce que je trouve que ça, c'est très, très dur par rapport au salariat. Déjà que salarié, j'étais en dépassement de fonction, je faisais des heures sup, je travaillais le week-end, j'aimais bien.
Mais alors, entrepreneur, j'ai envie de travailler tout le temps. Et heureusement que j'ai ce garde-fou. Ils sont mignons, hein, je ne dis pas ça pour dire qu'ils sont qu'un garde-fou, mais je suis très contente de le faire à ce moment-là de ma vie et pas quand j'avais 20 ou 30 ans, comme je vois des jeunes. Je suis très admirative de ce qu'ils font. Mais parfois, je me dis, mais juste, vous n'avez pas le temps de vivre votre vie. En gros, vous allez la vivre quand vous aurez 40 ans, quand vous serez fatigué, quand vous mettrez 3 jours à vous remettre d'une gueule de bois. Non, vivez-la maintenant. Voilà. C'est souvent ça. Et en fait, certains disent que c'est encore un mythe, mais pas du tout. J'en discutais avec des femmes chefs d'entreprise où elles disaient tiens, tu bouges beaucoup. Effectivement, moi, j'ai pas d'enfant, donc il y a une certaine liberté de temps, je parle. Mais du coup, ce cadre, je suis obligée de me l'imposer. Oui. Parce qu'effectivement, sinon, tu reviens, tu n'essaies pas d'heures, etc. Et c'est un peu pas les erreurs, mais ce que pourraient faire les freelances. Au début, on a toutes ou tous fait ça. Un peu en mode what the fuck. Donc, c'est un peu ça. Kiski, toi, aujourd'hui, alors, comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat ? Comment ça s'est constitué et c'est quoi un petit peu ton quotidien aujourd'hui ? Alors, j'ai commencé par l'entrepreneuriat on ne peut plus classique parce qu'à l'époque, après vouloir être PDG, en deuxième goal, ou même en premier, c'était lancer une start-up qui scale. Ah oui. Puisque être en corporate, déjà, c'était naze en 2020 et quelques. Donc, je suis allée dans un incubateur de start-up. J'avais une idée relative à mon travail du moment. C'était de vendre des commerciaux fractionnalisés en entreprise. Donc, c'était déjà à base de freelancing. Ouais. En gros, le freelancing était le marché dans lequel je m'incrustais. Et j'avais vraiment le sentiment que ça marcherait très, très bien. J'ai lancé ce projet. J'ai créé mon podcast pour faire connaître ce projet-là. Parce qu'à l'époque, je me disais, faudra que j'ai un média. Ça sera utile pour parler de ce que je fais et tout ça. Évangéliser et tout. Oui. Et donc, le MVP, donc le Minimum Viable Product, pour voir si ça marchait, c'est moi qui suis allée freelancer dans plusieurs boîtes, plusieurs verticales, pour prouver qu'en fait, peu importe ses connaissances métiers, tant qu'on connaissait la vente, on était capable de vendre et d'être un bon commercial. Et là, j'ai découvert le freelancing. Et là, je me suis dit, attends, donc, c'est un peu comme s'il y avait deux chemins qui s'ouvraient devant moi. Un chemin difficile, celui du start-upper, lever des fonds, recruter, manager des freelances en plus. C'est pas forcément non plus le plus simple. Lever des fonds, etc. Donc, refaire comme avant, mais en plus précaire, en plus compliqué. Ou la voie du freelance, ça a l'air pas mal quand même, j'aurai le temps, mon podcast et tout. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai le temps. À l'époque, j'ai fait ça en parallèle. Donc, ensuite, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Donc, j'avais le temps d'explorer cette voie-là. Et j'ai exploré la voie du freelancing. Et là, je me suis autorisée des trucs complètement what the fuck au début. J'ai co-créé un collectif dans le Web3. J'avais mon podcast. J'ai pivoté plein de fois d'offres de freelance. Donc vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie à tester plein de choses dans cet univers de freelance. Et ça a marché, en fait. Et sauf qu'à un moment, j'ai été frustrée parce que j'ai très vite déchanté sur la réalité du freelance. Parce que moi, contrairement à d'autres, j'ai pas connu le côté libre du freelance. Je me suis juste dit, je fais plus d'heures, je bosse nuit et jour pour mes clients, je pense à eux tout le temps, je bosse le soir, le week-end. Mon mec me dit, mais en fait, Flav, tu bosses tout le temps. Ouais. Et je gagne que 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est au final l'équivalent d'un salaire de 50K. Oui, parce que, attention, je le précise à chaque fois, quand on gagne 100 000, on ne touche pas 100 000. Exactement. Et peut-être du fait que, justement, j'étais top manager avant, j'avais un salaire à 6 chiffres. Et là, je me suis dit, les comptes ne sont pas bons. Je ne peux pas gagner moitié moins que ce que je gagnais dans ma vie de salarié. Donc moi, je suis une anomalie, quoi. J'étais en fait la salariée qui gagne moins en freelance. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être des trucs à regarder. J'ai regardé du côté des États-Unis et effectivement, il y avait des expériences sur la scalabilité, mais appliquée aux individus. Et c'est là-dedans que je me suis lancée à corps perdu pour découvrir ce que c'était ce fameux solopreneur, donc cet individu, mais qui fait un peu le même effet de levier qu'une entreprise. C'est vrai que quand on cherche un petit peu des informations sur toi sur le web, j'allais y venir plus tard, mais du coup, je fais le pont maintenant. Tu dis quand même que tu as généré 500K justement par an. Hein. Alors, ou par mois. Par an. L'année dernière, j'ai fait 320K. Ouais. Et là, cette année, c'est l'objectif. Je suis sur mon objectif de faire 500K. Okay. Donc, j'y suis pas encore complètement. Là, tu vois, il s'est écoulé même pas un tiers de l'année. Je suis déjà dans le plan de marche. Ok. On va croiser les doigts, mais c'est mon objectif. Pourquoi ce chiffre et c'est quoi un peu le secret ? Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de freelance. On aura certainement l'occasion d'en parler. Mais moi, j'aurais jamais osé dire déjà au-delà de 100K en tant que freelance. À l'époque, à mon époque, où il y avait 3 pauvres freelances qui se couraient après. Donc, dis-nous un peu déjà pourquoi ce chiffre-là et c'est quoi ton secret pour aller aussi loin ? Alors,
déjà, le premier chiffre que j'ai eu en tête, moi, c'est les 300K. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit, en simplifiant, si je fais 300K de chiffre d'affaires, je divise par 2, voire même par 3, et je retombe sur un salaire à 6 chiffres. Donc, en gros, qu'est-ce que je faisais ? Bêtement, je voulais juste me prouver à moi-même que, ou peut-être à mes anciens collègues de Comex et Codir, que j'étais pas une petite freelance et que si j'avais pris le parti de sauter comme ça sans parachute dans ce nouveau mode de vie, c'est que j'étais capable d'avoir le même statut qu'eux ou en tout cas le même salaire qu'avant. Voilà. Après, je l'ai atteint. Je me suis rendu compte que ça changeait rien à ma vie. Tu vois, c'était pas ça qui me rendait heureuse. C'était pas le salaire, parce qu'en plus, tu te verses pas forcément un gros salaire et tout, parce que c'est pas forcément utile quand tu es entrepreneur. Par contre, le fait de passer de 100 à 300 m'a forcé à faire un truc très important dans mon business model. C'est à sortir de la vente de mon temps, donc de mes journées au TJM, donc au taux journalier moyen. À l'époque, j'ai commencé directrice commerciale externalisée à 800 € hors taxe par jour. Et si tu veux faire 100K, ça passe. 150, ça passe. Mais si tu veux faire 300, c'est impossible. Donc en fait, 300, c'était aussi le chiffre impossible à faire en vendant sa journée. Oui. Parce que je ne suis pas non plus ingénieur en fusée spatiale, tu vois. Oui, tu n'es pas à 200K la journée. Exactement. Donc là, ça m'a forcé à me creuser les méninges sur comment je peux scaler, c'est-à-dire créer un produit, une offre scalable, donc qui dépasse mon propre temps. Et ça me passionne. Parce qu'en fait, intellectuellement, c'est hyper intéressant. Il y a plein de business models possibles. Créer un logiciel, créer un podcast, monétiser une chaîne YouTube. Enfin, voilà. Je pense que je les ai quasiment tous testés en 5 ans. Enfin, j'adore ce côté bricolo, genre je teste, j'essaye, etc. Et c'est ça qui va m'amener aux 500K. Et là, pareil, je me suis dit, en début d'année, tu sais, comme je fais du build in public, donc je raconte à tout le monde mon aventure. Parce que pour moi, c'est comme un jeu, c'est comme une aventure dont... quand j'étais petite, je lisais donc beaucoup les livres dont vous êtes le héros. Là. Ouais. Et je ne le fais pas par pas du gain, mais plus pour raconter. Et je dis, je vais faire 500K cette année. Et après, j'ai changé un truc. Je fais non, je vais documenter mon aventure vers les 500K scalables, ce qui est complètement différent. Ce qui veut dire que demain, quelqu'un me propose une mission en freelance à 50 000 €, je vais pas la prendre, entre guillemets, parce que c'est de la vente de temps, mettons. Je vais plutôt essayer de développer mes systèmes, mon business model, notamment communauté payante, produits digitaux, etc., pour que ça m'amène ce revenu scalable à terme. Alors, est-ce que je vais le faire cette année ou est-ce que ce sera juste l'année d'après ? On verra. Mais tu vois un peu le challenge intellectuel derrière. Je vois notamment, du coup, de ton explication, peut-être que d'autres derrière vont pas forcément tout comprendre. Déjà, ce qu'il est, on mettra la définition en description. Mais en gros, c'est grossir, optimiser, rentabiliser, etc. Est-ce que finalement, ce serait pas avoir plusieurs canaux d'acquisition ? C'est-à-dire de se dire, c'est un peu les revenus, tu parlais du podcast, ça va être un peu les revenus d'un blog, avec du sponsoring. Finalement, c'est un peu de prestation ou de la prestation d'une agence, mais que toi, tu gères, mais à distance. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de publics qui sont des solopreneurs et qui n'ont pas décidé de passer au mode agence comme j'ai pu le faire, et qui se disent « Ouais, bien gentil, mais tout seul, je ne peux pas tout faire. Donc, je voudrais bien que tu expliques et tu creuses ce sujet-là. En fait, moi, je crois que mon idée, elle est vraiment philosophique derrière. C'est que je me dis jusqu'où on peut aller pour sortir du mode de travail sacrificiel, qui est plus je travaille, plus je gagne. Parce qu'on voit bien que c'est débile. En fait, on a créé des usines à burn-out et voilà. Si on travaille tout le temps, on voit plus ses enfants, on n'a plus le temps de rien faire et tout. Est-ce que je peux pas m'aider des nouvelles technologies, vu que maintenant elles arrivent de plein fouet ? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour moi, au lieu que ça soit moi qui fasse manuellement des choses ? Donc là, il y a un effet de scalabilité aussi, ne serait-ce qu'avec l'IA ou autre. Et est-ce que je peux pas aussi mettre plus de fun dans mon travail, au lieu de faire que des choses contraintes, comme par exemple des réunions, tu vois, et vraiment questionner le pourquoi du comment de la réunion, c'est insupportable. Et ça, je vois bien encore là, tu vois, on enregistre ce podcast, on est lundi, je suis partie, mon mec salarié, il a son tunnel de 8 heures de réunion. Moi, là, j'ai fait un nombre de trucs en 8 heures, c'était génial, et j'ai pas eu de réunion. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je questionne tout ça, et c'est pour ça que j'ai envie, tu vois, de voir jusqu'où on peut aller. Et là... dans les derniers développements, même Sam Altman disait peut-être qu'on va voir le premier solopreneur à 1 milliard. C'est-à-dire que même solo, on peut utiliser toutes ces forces extérieures et bien sûr les freelances pour travailler pour nous, pour vraiment créer un capital. Et après, sinon, moi, donc oui, tu disais plusieurs sources, très importantes, donc diversifier. Et moi, j'appelle ça les 4 piliers. J'ai... l'expertise que tu as, est-ce que tu as déjà, t'es expert quelque part, parce que tu peux pas gagner 300 ou 500K si tu n'es pas hyper spécialisé. Donc ça, soigner sa formation personnelle, beaucoup se former, voilà, beaucoup s'entretenir.
Deuxièmement, avoir un média, c'est-à-dire une plateforme qui te fait connaître au monde, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de se faire connaître via les réseaux sociaux, etc. Donc moi, ça a été le podcast. Troisièmement, avoir un produit scalable, c'est-à-dire quelque chose qui peut se vendre tout seul. En gros, transformer son expertise, son jus de cerveau en produit. Alors, est-ce que c'est une formation en ligne, un bootcamp ou autre? Et quatrièmement, la communauté, c'est-à-dire comment tu vas t'appuyer sur les autres pour grandir. Apport d'affaires, affiliation, freelance qui vont t'aider, déléguer des choses pour aller plus vite. Donc voilà, j'appelle ça mon petit écosystème. Et tu vois, quand tu penses écosystème, tu essayes de construire des choses qui vont prendre de la valeur avec le temps. Et donc avant, je faisais une journée chez mes clients, je travaillais pour eux, c'était comme un job. Alors que maintenant, si je passe une journée à travailler sur un concept de podcast pour moi, qui demain me rapportera des revenus de sponsoring, je travaille pour moi sur mon capital. Donc vraiment, je crée un business qui va prendre de la valeur plus tard et que potentiellement je pourrais revendre. Tu penses que c'est compliqué pour les Français de comprendre ça? Parce que j'ai l'impression c'est complètement intégré aux États-Unis ou ailleurs. On va dire les États-Unis choquent pour pas faire l'école, le parler avec la politique. Mais en France, j'ai l'impression qu'on y arrive, mais ça reste un peu compliqué, tu vois. Alors oui, parce que peut-être qu'on est les champions du présentéisme aussi. Ça, c'est vrai que je crois que parmi les nations, même européennes, on est quand même très mal classés. On est les champions aussi de l'écart hiérarchique perçu entre les gens, etc. Donc, attention, cette forme-là, le soloprenariat, c'est un peu un truc de rebelle parce que c'est un peu horizontal. J'ai plus besoin de chef, je fais ce que je veux, je fais un business à ma façon. Donc, ça vient quand même un peu titiller le mode de l'entreprise classique. Et par contre, je pense que quand même le français, en général, il est traversé comme tout le monde en ce moment par la notion de souveraineté, tu vois, d'avoir un truc à soi. Tu le perçois, ça, dans l'économie. Et quand j'écrivais mon livre, La salariée diversifiée, où j'explique qu'en gros, même si tu restes salarié, c'est bien d'avoir à côté ton petit business à toi, j'utilise ce mot et ça parle aux gens. Ils disent, bah oui, parce que si demain mon employeur fait un plan social et que je dégage, j'ai peut-être 10%, 20% de mon salaire qui est composé d'autres choses que j'ai créées, alors soit grâce à mon épargne, soit grâce à mon travail. Donc, je pense que c'est quand même plus universel que ça, tu vois. Le côté... j'ai un truc à moi pour préparer mon avenir et qui n'est pas tributaire, dépendant d'un employeur. Surtout quand on a vu que les employeurs, malheureusement, ils n'étaient pas tout blancs dans l'histoire, en fait. Ils ont un peu broyé aussi certains collaborateurs, collaboratrices. C'est en train de changer aussi parce que les gens veulent y mettre plus de plaisir dans leur job. Tu parlais de philosophie. J'ai eu la chance d'avoir un esprit... incroyable, André Consponville, qui parle du plaisir, du bonheur au travail. Donc, pareil, on pourrait faire des tonnes de podcasts avec lui. Mais il y a des notions quand même qui sont essentielles. Et il parlait des jeunes générations qui, eux, mettent en avant la passion avant presque l'argent. C'est-à-dire que s'ils gagnent beaucoup d'argent, oui, mais c'est cette notion-là que notre génération ou celle de nos parents n'avait pas forcément en tête. Il fallait beaucoup bosser et en fait, tu étais méritant si tu avais beaucoup travaillé. Alors que cette plus jeune génération, c'est un peu autre chose. Donc, c'est en train de bifurquer. Et c'est aussi cette notion de j'ai le droit de faire beaucoup d'argent et c'est pas sale, tu vois. Bon, ça, moi, je suis pas, j'ai pas réussi encore à dépasser ça. C'est marrant, j'ai enregistré une émission il n'y a pas longtemps sur le rapport à l'argent. Et là, tu vois, mes parents fonctionnaires, ça me revient de plein fouet. Tu vois, pour moi, par exemple, bizarrement, c'est peut-être pour ça que je fais du building public, j'en sais rien, mais... je raconte comment j'atteins un certain niveau de chiffre d'affaires et tout ça. Et pourtant, j'ai honte de dire qu'en tant qu'entrepreneur, je gagne de l'argent et tout, tu vois. Pour moi, c'est pas la finalité. Donc, je le fais par jeu plutôt que par finalité. Même si, bon, évidemment, je parle d'argent et j'essaye de vulgariser pour que les gens comprennent que derrière, c'est des métriques, en fait. Il ne faut pas choisir le mauvais business model, il ne faut pas choisir le mauvais marché ou le mauvais persona. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de se dire on fait beaucoup d'argent, on perd notre éthique et notre valeur? J'ai des clients récemment qui m'ont dit ah mais vous devenez une grosse structure parce que tu vois on est 4 maintenant, on a un agent de freelance, je précise. Alors il y a la question de ah mais vous serez plus disponible pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ok. Et vous faites beaucoup d'argent, donc en fait, la prestation va être un peu moins qualitative. Il y a la génération de plus 50 ans qui dit ça, et il y a les plus jeunes générations qui diront bah non, c'est ok, tu travailles de Dubaï, Bali, etc. Je trouve qu'on est vraiment dans cette période un peu transitoire. On est en 2025, ceux qui nous réécouteront en 2030 vont dire mais oui, elle avait tout pensé. Mais je veux bien ton avis là-dessus. Je pense que c'est pas une question d'âge déjà, parce que moi j'ai 40 ans. Donc, et je pense vraiment comme la Gen Z, tu vois, sur ces points-là.
Pour moi, je reviendrai jamais dans un bureau. Enfin, je sais pas, pareil, j'ai réécouté cette émission si un jour ça m'arrive, mais le côté, les employeurs font les retours forcés au bureau, ça me désespère. Donc voilà, c'est juste que, au contraire, quand tu goûtes à ces façons de fonctionner là, ça me semble très, très logique. Justement, moi, j'étais manager, donc je trouve que c'est désagréable de devoir dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire, etc. Pourquoi les gens ne se prennent pas en main aussi? Tu vois, donc moi, je suis plutôt de la team presque. Les gens peuvent s'auto-manager, en fait. Il n'y a pas besoin de manager, bizarrement. Après, s'il n'y a que des entrepreneurs, il n'y a plus de salariés. Bon, ça devient le bordel. Alors, moi, je ne suis pas anti-salarié et je l'ai été, c'est très bien. Et je pense que c'est un continuum. Mais par contre, je pense qu'il faut, si possible, goûter à tout. Quand tu as été salarié, manager, entrepreneur, déjà, tu as quand même une vision en fait moins manichéenne du monde. Tu vois, tu es un peu moins con, je pense, parce que tu te dis, ah bah oui, si je fais ça, je vais être un horrible manager. Ou alors, si je fais ça, bah, je suis un entrepreneur qui fait de la marge sur le dos des gens, mais qui ne pense pas à leur bien-être. Tu vois, donc, bon, moi, je suis un peu bisounours aussi, un peu consensuel. J'aime pas les trucs trop clivants. Je trouve ça un peu bête. Bon, les années 80, hein, on a dit tout à l'heure. C'est pour ça nous porte. C'est ça. Mais après, je pense que c'est quand même une tendance de fond. Voilà, ce côté liberté. J'ai vu que les jeunes, ils étaient beaucoup plus polyactifs. Donc, c'est vraiment... ils vont être amenés à avoir plusieurs jobs en même temps. Ouais. Pas forcément que youtubeurs, mais aussi des trucs de créateurs de contenu. Ouais. Donc, quand même, cette notion de combiner les trucs, elle est là et elle va venir aussi pour nous. Tu vois, parce que ça... C'est les usages qui influencent par la jeune génération, par exemple TikTok, et après, ça arrive aux parents. Ouais. Donc, si cette polyactivité, elle est là pour eux, elle sera là aussi pour nous. Ça serait un des conseils que tu donnerais à un jeune freelance qui démarre aujourd'hui? Ou il y a d'autres conseils que tu pourrais lui donner? Alors, pour les freelances, moi, je dirais essayer de réfléchir au côté entrepreneurial du freelance, parce que le problème, c'est que on te vend la liberté, mais en fait, on est un peu salarié déguisé quand on vend sa journée. Alors oui, c'est l'appât du gain. Moi aussi, je l'ai vécu. J'avais vraiment l'impression d'être dans un casino parce que, bêtement, contrairement au salariat où tu as le même salaire tout le temps, vraiment en freelance, c'est genre, tu gagnes, enfin, tu travailles, tu gagnes, tu touches. Et donc, moi, je travaillais un jour. Dans ma tête, ça faisait 800 €, 800 €, 800 €. Donc, j'avais vraiment l'impression de jouer à la machine à sous au point de sacrifier un peu mon équilibre de vie. Ouais. Et du coup, je lui dirais aux freelances, essaye de trouver un moyen de ne pas vendre ton temps, de vendre autre chose, plutôt une expertise. Parce que ton temps, il est limité, ton expertise, elle est potentiellement illimitée. Ouais. Et c'est là qu'il va falloir packager cette expertise comme toi, en un livrable, en un produit, en un média autre. Ouais. Mais réfléchis-y assez tôt parce que si tu fais pas ça, tu ne te crées pas une entreprise, tu te crées un job de plus dans lequel tu es en gros un salarié déguisé. Quoi. En prison dorée, en fait. Et c'est OK. Tu vois, c'est OK. Moi, je ne force pas tous les salariés à être entrepreneurs. Mais si vraiment tu veux faire ce switch-là et si tu as envie d'être encore plus libre avec les responsabilités que ça implique, tu peux faire ce switch. Tu donnes plein de conseils justement dans ton podcast. Donc, c'est pas le but de tout étaler, c'est qu'on invitera justement mes abonnés à aller voir. Pourquoi tu as créé le board, qui s'appelle comme ça? Et qu'est-ce qui différencie d'autres? Est-ce qu'il n'y en avait pas des existants ou c'est quoi ta différenciation en plus? Alors, il y avait carrément plein de podcasts qui existaient, très bons d'ailleurs, notamment sur le freelancing. Mais je pense que moi, je me suis dit, je ne suis pas ce genre de freelance. Parce que j'avais ce complexe de me lancer à presque 40 piges. Et en fait, je ne me reconnaissais pas dans les trucs de freelance de 20 ans, graphic designer. En fait, ce n'était pas ni mon TJM, ni mon machin. Moi, j'avais une baraque à payer. J'étais là, mais attends, mais moi, je ne peux pas vendre ma journée à 250 €. Enfin, donc voilà. Et après, j'ai voulu faire en gros une approche de learn in public, c'est-à-dire en gros, comme j'apprenais des trucs, j'avais envie de les partager. Et donc en gros, j'ai pris la posture de l'exploratrice. À l'époque, quand j'ai commencé le board, j'étais vraiment baby freelance. Et je me suis dit, si moi je veux apprendre le freelancing, peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Donc je suis allée interviewer des meilleurs freelances et meilleurs solopreneurs. Et je pense que ça, les gens aiment bien aussi, c'est de dire, c'est pas le sachant, c'est je vais à la rencontre de gens qui sont meilleurs que moi et eux, ils vont m'apprendre. Et après, peut-être le troisième truc, après ce que ça a évolué, en 5 ans, j'ai appris des choses, c'est le côté build in public. Donc moi, je raconte un peu sans filtre combien je gagne, qu'est-ce que ça m'a rapporté, est-ce que ça a raté ou pas. Et souvent, les gens ils me disent, ouais, ça fait du bien, c'est pas genre Yaka Faucon et tout, c'est tu racontes et ça fait plaisir d'entendre parler de ça. Voilà comment je l'analyserai. Et après, moi, je prends beaucoup de plaisir aussi parce que c'est mon moteur numéro 1, l'apprentissage. Donc, c'est pour ça que je disais 800 épisodes. J'en ai fait toutes les semaines depuis 5 ans. J'ai jamais raté un épisode. Tu vois. Et j'adore faire ça. Et je pense que c'est mon activité préférée aussi. Donc aussi, c'est ça le freelancing, le soloprenariat. C'est d'essayer de mettre plus dans ta journée d'activités que t'aimes. Et puis déléguer, hein. On le disait tout à l'heure.
s'entourer très rapidement de personnes qui peuvent complémenter soit des expertises que tu n'as pas, soit du temps que tu n'as pas, qui n'est pas extensible. Et à 40 ans, je partage ton âge, on n'a plus la même énergie qu'à 20 ans. Hein, on ne fait pas les mêmes choses, on ne dort pas plus de 3 jours. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une partie dans ton business qui est gratuit ? Quand je dis gratuit, c'est du don, c'est du temps où tu ne dis pas aujourd'hui, tiens, aujourd'hui tu es là. Notre interview n'est pas payée, hein, on précise, parce que souvent on me demande si les gens sont payés pour venir chez moi. Non, les gens sont volontaires, déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc, entre guillemets, on pourrait dire que tu perds de l'argent. Donc, c'est quoi le gratuit versus le payant ou la monétisation ? Alors, je vais dire un truc qui va peut-être pas être ce que les gens disent d'habitude. Parce que je sais qu'en freelance, on vous dit il ne faut pas faire de trucs gratuits et tout. C'est un peu dangereux et tout. Ouais. Mais moi, je pense que 90% de mes trucs sont gratuits. C'est-à-dire qu'en gros, avec mes 4 piliers, tu vois, je considère que mon activité média, elle est gratuite. Je dis tous mes conseils sur le soloprenariat. Enfin, si tu binges tous mes podcasts, tu as déjà largement ce qu'il y a dans mes formations et tout. En gros, quoi. Après, il faut les binger, il faut avoir le temps et tout ça. Mais ça vient nourrir mes autres activités. Parce que c'est grâce au podcast que je vais trouver mes futurs clients. C'est grâce au podcast que j'ai développé aussi ma méthode signature et tout ça. Et aussi, autre truc intéressant, c'est que j'ai remarqué que, en fait, pareil, moi, je me posais la question, est-ce que... Non, je crois que c'est ChatGPT qui m'a dit, tu donnes trop de trucs gratuits. Un truc comme ça, parce que je lui ai dit, roste-moi un peu, raconte-moi. Okay. Voilà. Et je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ce qui différencie un auditeur gratuit d'un client payant, c'est pas la connaissance. Et je pense que demain, c'est la mort de la connaissance, parce que tu demandes à ChatGPT qu'est-ce que je dois faire pour passer de freelance à solopreneur de 100 à 300K, il va te trouver des trucs un peu génériques. Ce qui différencie, c'est que dans un cas, il y en a un qui prend pas le temps, qui a pas le temps, il va écouter un podcast, il va dire oui, je vais l'écouter, il le met sur sa playlist et ça moisit sur sa playlist, ou il écoute comme ça distraitement en faisant autre chose et après il passe à autre chose. Alors que dans le deuxième cas, il va prendre le temps de faire les choses. Et donc, mes produits, je les ai construits comme ça. Par exemple, l'incubateur, c'est un live tous les vendredis à heure fixe. Et en fait, ça sert à quoi ? Ça sert juste à forcer les gens à se connecter pour faire au moins 1 heure d'apprentissage pour eux, pour développer leurs propres compétences. Et pareil, le bootcamp, tu vois bien, c'est un mécanisme où, en fait, comme tu es avec un groupe, comme tu as des lives avec moi, tu es obligé d'être là. Enfin, si tu veux pas jeter ton argent par les fenêtres. Et donc, en gros, je les oblige juste à prendre le temps de se former. Et je crois que c'est vraiment ça la diff entre gratuit et payant. On est dans une abondance de trucs gratuits. Tout le monde peut devenir la meilleure version de soi-même s'il veut. Pourquoi les gens ne le font pas alors ? C'est parce qu'il y a une abondance, justement. Et puis, ils n'ont pas assez le temps. Il n'y a personne qui les prend par la main. Et la deuxième chose que je me disais, c'est qu'évidemment, le podcast, c'est du one to many. Donc, moi, je parle et les gens écoutent. Mais si tu veux me parler et que je te réponde et que je te donne mon avis sur ton business model pour voir que tu ne te plantes pas et tout ça... là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une relation plus dans une petite communauté, un bootcamp ou quoi. Donc, peut-être qu'aussi, c'est ça que les gens vont venir acheter. C'est une forme de validation, une forme de ping-pong, d'aller-retour. Et comment tu vois les prochaines années, aussi bien pour ton podcast que pour le freelancing ? Tu penses que donc, tu as donné déjà des pistes pour l'avenir, pour l'évolution. Mais est-ce qu'il y a une tendance que tu vois, que tu ressens par rapport à ta communauté, les retours qu'ils te font ? Alors, c'est en forte croissance, toujours en forte croissance. Souvent, ce qu'on nous dit, on s'appuie sur les États-Unis, où il y avait déjà 39% de la workforce, donc de la force de travail qui était en partie freelance, tout partie, et à potentiel 50%. Alors, ce n'est pas des freelances à temps plein forcément, mais on sait que si ça arrive aux États-Unis, ça va arriver en France. Moi, je crois beaucoup à la polyactivité, parce que je crois que quand même vivre en freelance à 100%, c'est dur. Tu vois, il faut vraiment avoir une bonne expertise bien sentie. Il faut être très coachable, flexible et tout ça. Il y a des gens aussi qui ne sont pas prêts à changer sur ça. Et après, j'identifie aussi, moi, j'adore faire ça, tu vois, des segments de marché où je pense qu'il y aura besoin de freelance là. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas encore plein de freelance sur ce sujet ? Dernier sujet, c'est les agents IA. Je me dis, mais moi, je cherchais quelqu'un pour me fabriquer des agents IA, tu sais, les paramètres et tout, c'est un peu long. Je n'ai pas trouvé pléthore de personnes. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne niche dans laquelle se lancer. Donc aussi, tu vois, quand tu connais bien le marché, parce que moi, je parle avec, j'ai peut-être 500 freelances dans mon incubateur, je vois très bien ce qu'ils font, là où ça marche, là où ça price facilement et là où ça va bien gagner. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont en train de muter.
Typiquement, on parlait en off quand j'ai démarré, mais 2009, quand les freelancing a démarré, il y avait à peine Facebook. Donc, il n'y avait pas de community manager. Ouais. On disait oui, le web va détruire, etc. Moi, je prends toujours l'exemple du web versus aujourd'hui l'IA. En fait, ça va rien détruire du tout, ça va transformer des choses, mais il y aura toujours des jobs derrière. Donc, en fin de compte, si tu veux réapprendre et apprendre, c'est comme nos 15 ans. Entrepreneuriat, salarié, peu importe, notre job, on le faisait pas pareil, parce qu'on a appris, mais parce qu'on a retravaillé notre manière de faire. Donc, peut-être qu'on est un peu, comme tu disais, ces bisounours qui voyons que le côté positif du web, de la com, de l'IA, etc. Mais en fait, si tu mutes, si tu es intéressé, bon, c'est sûr qu'on fera peut-être pas la même chose à 20 ans qu'à 40 ans ou 50 ans, mais il y a plein d'avenirs possibles. Et pour faire la petite boucle avec tout à l'heure sur le philosophe, il parlait de travail un peu comme thérapie. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est qu'on s'y met vraiment pour se dire, bon, alors, je vais faire un petit peu de dev perso, puis finalement, j'ai pas trop envie d'assumer. Bon, maintenant, ça va, parce qu'on a nos naturaux, notre sophro, notre ostéo, bon, tout va bien, on fait du yoga, on fait du massage, on fait un peu de lifting, c'est bien. On assume à l'époque moins. Est-ce que tu le vois vraiment? Est-ce qu'en gros, ton travail a été ta thérapie, ou il faut faire une thérapie avant pour accéder à un bon travail qui nous représente? Waouh, c'est profond. C'est profond. En plus, moi, je suis assez mal placée parce que j'ai pas fait de thérapie. Donc, ah ouais. C'est assez rare. Voilà, donc je pense que je suis encore pétrie de tout un tas de trucs qui vont pas, de névrose ou compagnie. Et moi, ça m'a pas trop remué de choses perso d'entreprendre, enfin pas plus que d'être salariée. Donc, je le vois pas comme un truc qui me fait remuer mes démons et tout ça. Par contre, ce qui m'a énormément aidée, c'est que entreprendre, c'est l'action. Et alors là, ça a tout changé pour moi parce que moi, j'avais le côté peur du jugement des autres, peur du regard des autres, bonne élève, faut pas que j'ai une mauvaise note et tout. Depuis que je suis entrepreneur, mais je suis obligée d'y aller, quoi. Et donc, dès que j'ai une idée, je la teste et tout. Et le passage à l'action, vraiment, c'est des petites picouzes comme ça, petit à petit, de prise de risque et tout ça. J'ai beaucoup moins peur. Donc, ça, je pourrais aller voir un psy pour lui raconter. Ouais. Mais je me sens beaucoup moins peureuse qu'avant. Et je trouve que ça a été une vraie thérapie. C'est le côté, en fait, j'ai plus peur de rien, let's go. Et donc voilà, et aussi deuxième truc, je trouve thérapeutique, c'est se faire du bien dans la vie. Kiffer ce qu'on fait. J'avais déjà un petit côté hédoniste où bon, j'aimais bien, j'allais en déplacement. Par exemple, des fois, j'allais en déplacement à Nice, je prenais mes baskets et je faisais un footing sur la promenade des Anglais. Mais je le disais pas trop parce que ça faisait un peu branlos, tu vois. Alors qu'en fait, je me levais à 6h du mat pour faire le footing. Tu fais pas ta story comme ça. Non, mais tu vois, c'est complètement con. Donc des fois, on est salarié, on se cache des trucs parce que tu comprends, il faut être dans la souffrance. Alors que là, du coup, je suis pas obligée de le cacher. Je vais faire, j'organise des petits séjours surf et freelance qui s'appellent Taf Wax Relax et on part à 10, freelance ou solopreneur. On fait surf le matin, co-working l'après-midi. Mais c'est génial, tu vois. Et en fait, on rentre, on est reposé. On a rencontré 9 autres personnes trop sympas. On a avancé sur nos business. Pourquoi souffrir? Donc oui, si c'est aussi au sens de se faire du bien dans la vie, ce qui, je pense, est aussi le but d'une thérapie à terme, oui, ça me fait beaucoup de bien dans la vie d'être solopreneur. Tes parents, ils en pensent quoi de ton évolution, justement? Est-ce qu'ils ont une analyse là-dessus ou ils t'ont déjà fait part, puisqu'on parle de thérapie, d'évolution, de bilan Ben non, écoute, ils sont sympas, ils sont supportifs. Je pense que j'ai de la chance. Tu vois, ma mère, elle écoutait mes podcasts et tout. Parfois, elle s'excuse, elle me dit ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Non, j'ai pas écouté ce dernier épisode, mais bon, je comprenais pas tout. Non. Et après, comme en plus j'ai une période pire que maintenant où je faisais du Web 3 et tout complètement incompréhensible, ça va. Maintenant, ils comprennent pas trop ce que je fais, mais je leur dis dans les grandes lignes et ils ont l'impression que je suis heureuse, donc ça va. Et puis tu passes à la télé parce que YouTube maintenant c'est sur les télés. Ouais, c'est ça. Et oui, moi j'essaye aussi de faire connaître ce mouvement parce que c'est vrai que c'est un peu jargonneux, donc je m'excuse pour tes auditeurs qui vont Scalable, des mots en anglais, des Américains qu'on cite, c'est des gens un peu pirates. Et là, tu vois, avec ma nouvelle émission, je l'ai appelée comme ça aussi Solo Nation, parce que c'était un peu la nation pirate et tout. Mais c'est aussi, on est des millions maintenant. Donc j'ai aussi envie de dire aux gens, j'ai envie de les prendre par la main et de leur dire, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Non. Et c'est aussi pour ça que je parlais de salariés diversifiés, parce que là, je pense que ça peut amener plus de monde. C'est commencer petit, faire son truc à côté. Et là, vous comprendrez ces jargons, vous apprendrez à gérer les réseaux sociaux, à créer un petit produit. On a tous commencé par là. Tu vois, moi, quand j'étais en corporate, je savais rien faire. C'est ma nièce de 21 ans à l'époque qui m'a montré comment utiliser Instagram pour parler de mon podcast.
Par rapport à ma communauté, tu le disais, moi j'aime bien leur faire découvrir pour qu'ils apprennent. Tout à l'heure, c'était un peu cette image que tu as transmise. C'est chaque interview qu'on fait ou qu'on écoute, c'est un peu des masterclass, c'est-à-dire que tu apprends et tu dis tiens, finalement, ce mec, il a dit quelque chose qui va me faire percuter. Tu vois, j'ai fait un épisode avec un gars, une tronche dans l'IA, il va vraiment dans le jargon technique et en fait j'ai des personnes de plus de 60 ans qui m'ont dit ah bah tiens, si j'avais été un peu plus jeune, peut-être je m'y serais mis, je vais me mettre à la retraite, je vais m'y intéresser. Et je trouve que c'est cool parce que si ça tu as cette vision, pour faire le parallèle avec la thérapie, si tu es d'une nature curieuse et d'avoir envie d'évoluer et pour toi-même, parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'attendre la fin, le bout du chemin, tu vois, excuse-moi, mais moi je dis toujours, si je peux mourir en bonne santé, c'est ce que je veux, tu vois, ce qui est rare de plus en plus, mais c'est un peu cette idée-là. C'est quoi ta vision dans les 5 ou 10 prochaines années? Est-ce que c'est le million, 5 millions, 10 millions? Tu vas t'arrêter où? Alors, déjà, ça, j'aimerais mieux pas. Parce que le côté, je crois que tu peux jamais t'arrêter si t'es comme ça, tu vois. Et j'ai pas envie d'être dans un espèce d'engrenage où à la fin, je me pourris la vie pour faire le million. Et déjà, je vois beaucoup de mes homologues, notamment masculins, qui se la pètent un peu, eux, c'était le million direct. Mais c'était le million, ils n'avaient même pas fait 1 000 euros, qu'ils étaient déjà en mode, je vais construire un empire à 1 million. Ce genre de vocabulaire ne me plaît pas trop, même si j'aime bien que les gens gagnent leur vie et ne se précarisent pas dans l'indépendance. Pourquoi ça me plaît pas trop? C'est un peu impérialiste, tu vois. C'est genre, plus tu fais de thunes, mieux c'est. Mais si tu veux faire 1 million ou 10 millions, va falloir recruter une vraie équipe. Et moi, comme je veux pas être manager, parce que c'est déjà une page que j'ai tournée dans ma vie qui était très agréable, 10 ans de ma vie où j'ai geeké à fond sur le management et tout. Maintenant, j'ai envie de geeker sur autre chose. J'ai envie de garder mon côté artisan. Là, j'ai l'équivalent de 3 freelances qui bossent avec moi. Ça fait l'équivalent de 20% d'un équivalent temps plein. On est light, tu vois, on est cool. On s'écrit sur WhatsApp, on se dit ciao. Enfin, tu vois, tout est cool. J'ai envie que ça reste comme ça. Donc, je vais privilégier plutôt le côté, ce qu'on appelle aussi encore aux États-Unis, jargon business lifestyle, c'est-à-dire un business qui respecte ta vie et tout. Donc, en fait, si tu veux passer les 500 000 scalables, je vais essayer de rester dans ce niveau-là parce que ça serait plus que largement suffisant pour tout ce que j'ai à faire. Et après, je ne veux pas me retrouver dans un contexte qui me déplaira. Tu sais, le genre d'entreprise que tu crées et après, tu as envie de la quitter parce que tu t'ennuies. C'est ça. Donc, en fait, mon plus gros objectif des 5 prochaines années, et c'est vraiment ridicule, mais bon, j'assume, c'est de progresser en surf. Parce que en parallèle du soloprenariat, j'ai pu partir de Paris, m'installer à Nantes, d'être plus proche de la mer. Et ma motivation, c'était m'adonner à ce sport que j'ai découvert sur le tard, ce qui fait que je ne serai jamais une grande professionnelle. Mais c'est passionnant, mais c'est très dur aussi, très très dur. Et tu sais pourquoi je me suis mis en objectif? C'est parce que si je veux être bonne en surf, il faut que j'y aille plus souvent. Ça veut dire qu'il faut que j'ai plus de temps libre. Ça veut dire qu'il faut que j'ai plus de travail asynchrone qui ne dépendent pas... parce que dès qu'il y a les bonnes conditions, la bonne marée, machin, il faut que je puisse y aller. En fait, ça fait tellement de contraintes que si je respecte ces contraintes, ça veut globalement dire que j'ai une super vie. Tu vois ? Je suis près de la mer, je peux surfer et tout. Et donc, je me dis, un petit objectif comme ça, l'air de rien, il fera que toute ma vie autour, elle sera sympa. Donc... voilà, garder les mêmes revenus scalables, mais par contre... et puis, et garder la passion aussi. Ça, c'est une point d'interrogation que je poserais à des entrepreneurs expérimentés comme toi. C'est, j'ai peur quand même qu'à un moment, cette passion, que la flamme, elle s'éteigne. Voilà, et ça me fait peur, parce qu'après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai quitté le salariat pour l'entrepreneuriat, et si l'entrepreneuriat, la flamme s'éteint, je vais faire quoi? Je vais devenir fonctionnaire, peut-être comme mes parents. On va pas juger, encore moins un mois, parce que je t'ai dit, j'ai pas été salariée, mais je pense que pour nourrir, c'est comme dans un couple, j'aime bien cette image qu'il faut toujours entretenir. Et en fait, si tu restais, tu vois, quand j'ai démarré, je faisais alors la com, mais la com, c'était des sites internet, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Si j'étais restée au HTML de l'époque sans passer par WordPress, parce que c'était la référence, et c'est devenu une référence, etc., et si j'avais pas intégré la com niveau podcast avec l'interview, etc., je pense que j'aurais pris des trains de retard. Et il y a plein d'experts, je pense, de mon domaine qui diront pareil. Donc, il faut constamment être un peu mutable. Tu sais, s'adapter, se réadapter, etc. Ce qui est difficile, ce qui est un des points difficiles à l'entrepreneuriat, parce que du coup, si tu n'es pas aussi souple que ça, dans un monde où constamment, en 6 mois, tu as peut-être quelqu'un qui va sur Mars, pour faire un peu de blague, ça devient compliqué. Ouais. C'est un peu difficile. Donc voilà, garder cette flamme. Et je pense pour garder la flamme, il faut aussi faire des choses agréables. Ouais.
Et donc, même si je sais que je suis très chiffre, mais je pense que c'est ma déformation professionnelle, tu sais, directrice commerciale, forcément, tu réfléchis Tableau un Excel. peu. La marge, moi, j'adore les KPI, ça me rassure, tu vois. C'est aussi pour ça que je fais du building public, j'aime bien savoir où j'en suis et tout. Mais, à contrario, j'aime bien aussi avoir des activités inutiles. Et les gens me disent souvent, t'es trop dispersée, pourquoi tu fais tout ça? Ben, je le fais parce que ça me plaît, parce que ça me fait rire, parce que ça me permet de bosser avec des gens que j'aime bien. Donc, je pense que, je sais pas, il y a peut-être 20% des trucs que je fais. Je sais que c'est un peu déjà voué à l'échec, mais ça m'entretient la flamme. Oui, voilà. ça entretient ton équilibre et finalement ta créativité, se lâcher prise de faire 3 conneries, lâcher prise, nous qui sommes tout le temps connectés, donc c'est peut-être un peu ça, quoi. Ouais. Tes enfants ont quel âge? Alors, 5 ans et demi et 3 ans et demi. Oui, donc c'est un peu jeune, j'allais dire. Est-ce ils voient maman entrepreneur et disent, bah, nous aussi, on sera entrepreneur. Qu'est-ce qu'il dit ton chéri de tout ça? C'est un peu jeune, mais c'est vrai que j'ai déjà commencé à y réfléchir, tu vois, parce que je me dis... j'avais lu un bouquin d'un Américain que j'adore. Comment il s'appelle j'oublie son nom à ce moment-là. Celui qui a écrit Oversubscribed et 24 Assets, là, Daniel Priestley. Et il a écrit aussi un bouquin qui s'appelle How to Raise Entrepreneurial Children, un truc comme ça. Et en fait, ce bouquin, il dit juste que tu veux pas qu'ils soient entrepreneurs, mais tu veux qu'ils aient les qualités de l'entrepreneur pour avoir une bonne vie. Par exemple, la résilience, le fait que quand ils connaissent l'échec, ça va aller pour eux, le rebond, le growth mindset et tout. Et ça, j'aime bien. Donc, on verra. J'ai pas encore réfléchi. Là, je peux juste te dire que mes enfants disent non, attends, je suis pas prêt, je travaille. Voilà, donc ils m'imitent un petit peu. Et après, le travail a l'air d'être quelque chose de positif pour eux. Et puis sinon, ma fille, elle disait, maman, elle fait des podcasts. Voilà, donc c'était trop mignon. Après, c'est une autre génération qui, comme tu disais, sera multipassion, multifacette, dans le sens positif. Bon, certains neurosciences diront, mais non, en fait, le corps n'est pas prêt pour recevoir soi. Il y aura un déséquilibre fonctionnel. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de têtes d'affiche. C'est pas le but de citer des noms, mais qui, au bout de quelques années, ont fait des burn-out, ont arrêté, ont complètement changé. Et c'est vrai que c'est le gros risque de l'entrepreneuriat, quand même, il faut le dire. Ouais, bah j'en parle souvent quand même en trame de fond parce que même si je suis heureuse, je me sens épanouie. Évidemment que le solopreneuriat particulièrement, c'est vraiment sur la ligne de crête. C'est vraiment... Il suffit de pas grand-chose pour basculer dans le trop plein, trop surmené, trop de charge mentale, trop seul. Tu vois, la solitude, en fait, en vrai, c'est un vrai fléau. Moi, au contraire, je me sens très entourée parce que comme je me sentais seule, j'ai fait ma petite toile d'araignée, tu vois, j'ai tissé ma toile, mais... Il y en a peut-être plein qui n'osent pas le faire, qui sont là derrière leur ordi ayant l'impression qu'ils sont tout seuls. Donc, ouais, je suis vigilante. Moi, j'ai un discours plutôt positif, mais je sais bien aussi que ça va avec son corollaire de potentielle uberisation des freelances. Je ne suis pas naïve, et j'aime bien suivre les travaux de, tu vois, Laetitia Vito ou des indépendants comme ça, qui ne sont pas bêtement dans juste la hustle culture et qui vont aller... titiller un peu là où ça fait mal, en mode, les auto-entrepreneurs, c'est aussi les livreurs Deliveroo, les chauffeurs Uber. Donc, on voit aussi où ça amène cette fractionnalisation du travail. Si tu avais vraiment un coup de cœur ou un coup de gueule à donner, alors pour un freelance ou pour un salarié, peu importe, j'ai tout public qui nous écouteront, tu auras envie de lui dire quoi aujourd'hui? Je sais pas, mon coup de gueule du moment, ça pourrait être justement sur les patrons et les managers un peu classiques qui vont justement empêcher leurs salariés d'avoir un side à côté. Je comprends pourquoi ils le font et même moi, j'ai évolué sur certains modèles. Par exemple, le travail au temps versus au résultat. Tu vois, et maintenant que je bosse avec des freelances, ça me paraît une évidence qu'en fait, moi, j'achète un résultat et je m'en fous de savoir si le freelance passe 5 heures à faire ce truc ou 25 heures. Et tant mieux s'il a du temps pour lui. En fait, moi, j'achète juste un résultat. Quand j'étais patron, peut-être que je me disais, le temps de mes salariés m'appartient. J'ai changé d'avis. Et j'aimerais montrer aux patrons qu'en fait, il n'y a pas un antagonisme. C'est pas les gens, il y a les vilains freelances qui sont libres d'un côté et les salariés bien dociles de l'autre. C'est vraiment... On est les mêmes personnes et j'aimerais bien que les gens laissent les gens être un peu salariés diversifiés, avoir leur truc à côté et que les gens ne soient pas obligés de se cacher. Parce que moi, je l'ai fait en cachette au début. C'est con, hein, ça se trouve, on m'aurait dit oui. Mais en fait, le simple sentiment qu'on aurait pu me dire non et que ça aurait pu un peu déglinguer ma carrière derrière m'a retenue.
Et donc, j'ai fait mon podcast de mon côté. J'ai un peu, voilà. Après, c'était un hobby, donc je me suis dit, allez, je le fais. Et je trouve ça désolant parce que finalement, on nous dit tous d'être plus entrepreneurs dans nos vies quand on est salarié pour toutes les qualités que ça implique, la responsabilisation, le goût du risque, du résultat, du challenge. Mais après, on nous dit, mais surtout pas trop, en fait, quand même. Donc, ce serait ça mon coup de gueule du moment. Mais les chefs d'entreprise, tu penses qu'ils ont peur de perdre le salarié ou ils ont peur qu'il fasse plus d'argent qu'il parte? C'est quoi, en fait, qui les stresse autant? Parce que j'ai du mal, moi, à comprendre. Je pense que ce n'est pas trop les chefs d'entreprise, parce qu'eux, ils sont déjà entrepreneurs. Mais je pense peut-être au middle management ou, tu vois, ces couches-là, en fait. Je ne sais pas. Je pense que c'est la volonté de contrôle, la même qui fait que les gens vont dire c'est pas bien le télétravail. Enfin, tu vois, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est peut-être juste qu'ils sont démunis, ils ont l'impression de perdre le contrôle. Là, ils vont pas avoir le choix de toute façon, parce que ces générations-là, elles sont pas faciles à manager non plus, grâce ou à cause de ça, de cette velléité de liberté. Donc, je pense qu'il faudrait l'embrasser. En gros, il faudrait faire comme au judo, tu vois, prendre la force de l'adversaire pour le retourner positivement, au lieu de faire l'inverse. Oui, puis ça peut que entretenir le bon climat dans l'entreprise. Je vais dire aux salariés là, de déposer mon livre discretos à côté de la photocopieuse, tu sais. De lancer des messages salariés diversifiés. En plus, c'est souvent les managers qui pourraient se diversifier en premier, parce que quand tu es manager, tu as plus de liberté souvent. Donc tu peux donner des cours à côté, donner une conférence. Donc voilà. Est-ce qu'il y a tu as fait beaucoup de podcasts, t'en as donné, t'en as reçu. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée que tu aurais aimé qu'on te pose un jour? Parce que c'est l'occasion là. Si tu as le rêve de la question, ce serait quoi? Alors attends, ça dépend des domaines. Ce qui te vient. Mais tu vois, ce qui me vient avec toi, parce que tu parles beaucoup du parcours de tes invités, j'aime bien d'ailleurs sur comment ils se voyaient petits et tout. Une question qu'on m'a jamais posée, c'est comment tu as fait pour sortir de ce syndrome de la bonne élève? En fait, c'est comme si les gens, ils n'avaient pas vu ça. Alors que moi, vraiment, c'était ultra flagrant. J'avais peur de ce qu'on allait penser de moi et tout. Et énormément peur. Et aujourd'hui, maintenant, les gens me disent « Waouh, mais comment tu fais pour oser faire autant de trucs ?» Et c'est comme si entre les deux, il n'y a pas eu de pont. Ouais. En gros, tu t'es réveillé un jour et genre... Eh ben non, ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Et même, ça m'a failli m'empêcher d'entreprendre, parce que tu es d'accord que l'univers entrepreneurial, c'est vraiment l'univers des gros badass, quoi. Ouais. Tu te dis, moi, je regardais ça dans mon petit corporate comme ça, en me disant, mais jamais de la vie, Flavie corporate, elle pourrait survivre dans ce monde. Tout le monde était vulgaire, clivant, ultra, justement, impérialiste, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Moi, j'étais là, mais c'est absurde. Je ne vais pas survivre dans ce monde-là. Et au final, j'ai survécu et j'ai juste trouvé ma façon de faire. Donc, j'aimerais bien... En gros, je pense que c'est une question intéressante pour montrer aussi la mue qu'on fait, personnelle, de salarié à entrepreneur. On garde quand même nos qualités, mais comme un petit Pokémon qui évolue, tu vois, il devient quand même un peu plus balèze, il a un peu moins peur, mais on reconnaît quand même le Pokémon du début. J'aime bien ce pont-là. C'est comme on est jeune, on est introverti, on est timide, ou nos parents ne sont pas de ce domaine-là. Et en fait, notre génération, on ne pouvait pas l'imaginer ou le rêver. Maintenant, c'est possible. Quand on dit tout est possible, on peut accéder à ses rêves, c'est pas du bullshit comme ça. Non, mais en fait, sinon, tu vois les posts passer, c'est un peu bullshit, mais c'est du concret. C'est-à-dire que si tu te donnes les moyens, y a plein de personnes qui sont même dans des handicaps, qui réalisent des choses que même nous, valide, on ne le fait pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est vraiment cet accès-là. Et justement, tu parlais de ça, et c'est un peu mes questions fétiches, tu les connais, hein, les gens connaissent. C'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette petite Flavie de 10 ans? Tu aurais la bienveillance, tu serais triste, tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais, la Méditerranée, c'est bien, mais si tu veux devenir surfeuse professionnelle demain, va voir un peu là où il y a des vagues. Premier point. Non, après, trêve de plaisanterie, je lui dirais, fais quelque chose avec ta créativité. Tu vois, parce qu'en fait, je pense que je n'ai pas osé. Peut-être parce que c'est quelque chose qu'on mettait dans les loisirs. Et aujourd'hui, peut-être ma plus grande force dans mon business, c'est la créativité. C'est-à-dire oser penser à un nouveau concept de podcast, oser avoir un angle un peu différent, faire des choses qui ont l'air de servir à rien, mais qui en fait vont faire changer la façon de penser des gens. Et c'est toujours ça qui fait réussir en business. C'est pas faire pareil que tout le monde. Alors, faire pareil que tout le monde, ça permet de gagner ses premiers euros,
d'aller sur un marché, on est confort et tout. Mais après, il y a ce petit côté graine de folie, ça fait peur. Ça fait très, très peur. Je lui dirais aussi, c'est OK d'avoir peur. Parce qu'en gros, l'entrepreneuriat ou les autres trucs cool dans la vie, c'est pas réservé aux gens courageux, enfin aux gens téméraires. C'est juste des gens normaux qui ont eu peur. Ils se sont rendus compte que finalement, ils sont pas morts. Et c'est bon, ils ont continué. Et que d'essayer de chuter, c'est possible aussi. Exactement. Ouais. Personne ne te verra si tu te foires, si tu te plantes, donc vas-y. Elles sont encore un peu petites, mais si elles réécoutent dans quelques années, tu dirais quoi justement à tes filles ? Alors, je dirais... Alors, je sais pas. Déjà, ça me stresse parce que je me dis, ça fait quoi d'avoir une maman qui fait des podcasts et tout. T'imagines, ils réécoutent le truc et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ou alors, peut-être ça va mal vieillir, le soloprenariat. Peut-être que demain, ça sera c'est marrant, c'est un nouveau mode de travail. Je sais pas. Non, je leur dirais, prends la parole, tu vois. Ça aussi, c'est vraiment hyper générationnel. Moi, justement, j'avais cette frustration. Alors, j'avais la parole, mais quand même pas non plus trop. Je fais partie des rares femmes dans un comité de direction, etc. Ouais. Donc, c'était une parole contrôlée. Et là, j'apprécie avoir une parole qui est la mienne, dans un cadre qui est le mien, sans permission. C'est ça aussi que rendent possible les médias qu'on crée, là, les solo-médias. Et ça, je trouve ça génial et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont créer, tu vois, comme, je sais pas si ça sera des trucs de youtubeurs ou des choses comme ça, mais ce sera hyper intéressant. Et c'est pour ça aussi, je pense que les gens, les petits Français notamment, veulent tous être youtubeurs, c'est parce qu'ils ont compris aussi le champ libre que ça donne dans une société un peu contrainte, où en fait, là, c'est un espace en ligne où on peut créer ce qu'on veut, c'est créatif, c'est la liberté, c'est tout ce qu'on aime. Ouais, oui. Comme on dit, le freelance, il paye sa liberté, donc c'est un peu ça. C'est un peu exactement. Ça. Quand on pense à YouTube avant et maintenant, c'est devenu une télé à part entière. Ah ouais, alors là, c'est fou. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un podcast que tu voudrais recommander à part le nôtre, enfin les nôtres, un podcast qui te vient et qu'on mettra en avant? Peut-être que moi, j'aime bien découvrir aussi d'autres podcasts. Hein. Donc, oui, alors j'en avais un trop bien, mais il vient de s'arrêter. Mais je te le dis quand même parce que... j'adore les séries. Moi, tu sais, j'adore les mondes imaginaires, j'adore l'heroic fantasy, les romans initiatiques et tout. Et donc, il y avait le podcast PIC TV avec deux journalistes de Slate qui sont hyper géniales et qui décryptaient toutes les séries, les meilleures séries, tu vois, genre The Americans et tout ça. Et alors là, c'était un régal, quoi. Tu regardais la série après t'écouter le podcast et c'était une façon très méta aussi de notre époque où, en fait, tu as envie de partager des choses avec certaines personnes. Je pense comme nos communautés, ils ont envie d'avoir notre avis sur ce sujet. J'adorais ce petit côté, cette intimité là dans les podcasts où tu as l'impression que c'est tes copines, elles te racontent le truc. Voilà, je pense que ça se réécoute encore comme un peu les meilleures séries, elles se re-regardent encore. Donc voilà, si vous êtes comme moi, fan de séries et de podcasts, vous pouvez mixer les deux. Ou de surf, il n'y a pas de podcast sur le surf? Alors si, il y a des podcasts sur le surf et ça c'est génial aussi. J'ai rencontré un solopreneur, entrepreneur qui fait ça, apprenti surfeur. Lui, il a documenté comme moi en explorateur tout son apprentissage et c'est super génial parce que j'ai suivi... Alors lui, il a progressé un peu plus vite que moi parce qu'il fait 3 mois par an de surf intensif, mais hyper intéressant de voir aussi son état d'esprit avancer. Et tu sais quoi, en le réécoutant il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte aussi qu'on croit que les gens successful sont arrivés et c'est bon. Et en fait, pas du tout. Parce que là, il racontait un épisode de podcast où tout s'était mal passé parce que maintenant, il est sur des gros spots de pros et tout. Et maintenant qu'il maîtrise le surf, ce qu'il ne maîtrise pas, c'est que les autres vont le critiquer parce qu'il n'est pas assez bon, etc. Donc, en fait, on n'est jamais arrivé. Et ça aussi, ça m'a fait une sacrée leçon d'humilité qui est un peu le lot de ce sport et aussi de l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a fait du bien. Les plus connus ne sont pas les meilleurs. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, etc. Les moins connus sont des fois les meilleurs. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Après, il ne faut juste pas évoluer de très bon et prendre la grosse tête. Bon, c'est un peu le problème de la visibilité. Si tu renvoyais le bâton de parole, j'ai envie de dire, pour citer cet exemple, à quelqu'un qui prendrait ta place aujourd'hui, dans un prochain épisode, ça serait qui? Alors, tu cherches sur quelle thématique? Histoire inspirante, introspection, faut que la personne ait envie aussi de se livrer. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je connais plein de freelances et de solopreneurs. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que c'était, je pense, une des forces de mon podcast, c'est que je suis allée chercher des gens qui avaient des choses à dire, même s'ils n'étaient pas forcément fame. Parce que les freelances ne sont pas par nature fame, en fait. Tu vois, ils ont pas le temps. Geeks. C'est des geeks, ils font leur petite vie. Ça n'a pas l'air spectaculaire comme ça, mais en fait, c'est le rêve. Ils ont du temps pour eux et tout. Alors, après, quelqu'un que j'ai rencontré dans cet univers qui a fait le chemin inverse, qui était start-upper
à San Francisco et qui est maintenant finalement solopreneur. C'est Carlos Diaz. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu sur ton podcast. Non. Et en fait, c'est un Français à San Francisco qui fait un podcast sur la tech qui s'appelle Silicon Carnet. Assez piquanté, comme il dit. Donc, il se moque un peu de la French Tech et tout. Donc, c'est marrant. Et pourquoi je te dis ça? Je pense qu'il fait un bon travail de déconstruction aussi. Tu sais, de mâle blanc de 50 ans, mais qui essaye de se déconstruire et tout. Et je trouve ça chouette. Et là, si tu veux une discussion à cœur ouvert aussi sur différences US, France, entrepreneuriat, qu'est-ce qui a changé voilà. Et puis aussi le YouTube game et tout ça, le podcast, ça pourra peut-être te plaire de le rencontrer. Eh ben, on envoie l'invitation. Donc, s'il nous regarde... Ça marche. Et avant de te laisser le mot de la fin, j'aime bien toujours demander à mes invités comment ils vont. Parce que tu sais, le comment tu vas, même si à l'origine, c'est comment va ton transit, pour la petite anecdote. Donc, je ne veux pas savoir comment va ton transit, mais tout simplement comment toi tu vas. Est-ce que tu te sens pleinement réalisé? Comment tu vas à la fin de cet épisode aussi? Je voudrais bien que voilà, tu nous partages, comme tu le disais, c'est bien, à cœur ouvert, ce qui te vient. Écoute, je pense que ça se voit, mais je me sens vraiment pleinement réalisée, surtout quand je lance des nouveaux projets, comme ma nouvelle émission, tout ça. Moi, j'adore les podcasts parce que, en fait, ça me donne plein d'idées aussi. Tu vois, les questions que pose un bon intervieweur, elles te renvoient comme ça en miroir à des choses. Ça m'a fait repenser à mon enfance. J'ai envie de retourner là-bas, tu vois. J'ai envie de retourner à Port-Vendre, d'aller randonner un peu dans les vignes et tout ça, et de m'imprégner un peu, de me balader. Après... c'est pour dire aussi que derrière ça, il y a quand même des moments difficiles, notamment quand on est solopreneur ou freelance, ce qu'on appelle les montagnes russes du freelancing. Et c'est marrant parce que j'en ai vécu pas plus tard que le mois dernier et vraiment rien n'allait. J'étais malade, j'ai chopé les maladies de mes enfants, bronchite et compagnie, aphone, batterie à zéro. J'ai eu un deuil dans ma famille. Et tu vois, dans ces moments-là, tu te dis vraiment, tu sais, t'as pas envie de travailler, même pour toi, même pour tes trucs passionnants. Voilà, et c'était le petit message pour dire que ça passe. Après, je suis repartie, tu vois, comme en 40, sur des trucs un peu cool. J'ai commencé par m'occuper de mon podcast, mes enfants, reprendre du poil de la bête, sortir de chez moi, retourner au sport, voilà, des petites choses comme ça. C'est pour se rappeler aussi d'avoir une vie en dehors de sa boîte. Voilà, donc des fois, la vie s'invite et les montagnes russes sont encore plus accélérées. Mais voilà, et on s'en sort aussi. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'il ne faut pas se faire un quotidien fait que de profit, que de chiffre d'affaires, que de contraintes. Mais avoir ces fameuses activités passion, on y revient. Finalement, elles se sont invitées un peu plus dans mon quotidien. Moi, ça m'a permis de remonter à cheval et de me dire, c'est bon, j'ai fait mes trucs cool. Maintenant, je suis prête pour repartir à l'attaque de mes objectifs et tout ça. Tu m'as fait improviser une question qui me vient. Est-ce que tu as un souvenir de l'enfance qui te fait tilt? Et finalement, tu dis, tu vois, ça fait écho avec ma vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une image qui te vient ou pas du tout? Que tu me disais tout à l'heure de vouloir revenir un peu sur ton histoire d'enfance. En fait, j'ai une enfance très heureuse et tout. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc je voulais le repréciser. Je sais que c'est un privilège. J'ai une image qui me revient parce que je parlais de mes parents fonctionnaires comme si c'était une grosse opposition et tout. Et en fait, pas tant que ça. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, c'est un peu plus tard, vers 13 ans, tu vois, je rentrais du collège et tout. J'ai vraiment le souvenir que ma mère, elle était tout le temps là. Elle était là, mais elle travaillait quand même. Tu vois, elle était à côté de moi, donc elle était disponible pour me répondre, pour m'aimer. Tu vois, il y avait ce côté entouré. Mais elle corrigeait des copies, elle préparait des cours, elle lisait. Elle était toujours en train de faire un petit travail intellectuel. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai réfléchi que moi aussi, du fait que je suis passionnée par mon travail, je suis un peu souvent là, alors avec mon Mac maintenant dans le canapé, mes enfants jouent, ils font un bordel pas possible et tout. Moi, je réponds, je leur fais des petites tartines, on rigole. Mais je suis quand même en train de monter un podcast ou en train d'écrire une newsletter. Enfin, tu vois, et ce côté mélanger le travail et la vie, qui peut avoir un côté négatif, mais qui pour moi aussi un très bon souvenir de mon enfance. Et bien, figure-toi que ma mère, prof de français, donc fonctionnaire et tout, le faisait quand même, alors qu'elle n'était pas solopreneur. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'un statut non plus pour avoir un métier passionnant et pour aussi avoir envie d'intégrer, tu vois, la vie et son travail. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire, on s'en fout des statuts. Et en tout cas, voilà, ça m'a émue. Et
sur voilà, la façon dont je vis mon travail aussi avec mes enfants, avec leur permission aussi. Et c'est assez agréable. J'aime bien ce souvenir, c'est beau et merci d'avoir partagé parce que c'est chouette. Et des fois, on ne se rend pas compte, c'est avec l'âge qu'on se dit « Ah oui, nos parents nous ont montré des choses et peut-être par mimétisme, par éducation, par facilité ou au contraire par opposition, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses, on se rencontre que. » Mais l'entrepreneuriat tu étais une entrepreneur née finalement. Au fond, tu l'as fait émerger et tout le monde peut y accéder si ça stimule, passionne et rend plus heureux notre vie. Bien sûr. Ça, c'est important parce que on n'est pas éternel. Donc, j'aime bien laisser le mot de la fin à mes invités. Je te remercie pour cet échange. On mettra à tout notre communauté, nos communautés partager les références. Ils pourront venir te voir et partager. Et du coup, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode. Waouh, quelle responsabilité. Non, le mot de la fin, c'est ça, je dirais, ce que j'ai un peu dit dans notre conversation, c'est vous n'êtes pas seul, tu vois, à vous poser la question, est-ce que je me reconvertis, est-ce que je me lance et tout. On est ensemble. Et moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait complètement mon chemin non plus, tu vois, il y a aussi beaucoup de hasard. Je me suis lancée, j'ai vu de la lumière à tel endroit, j'y suis allée, j'étais un peu opportuniste, donc... faut pas hésiter, quoi. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas un gène de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un moule du super entrepreneur hyper baraqué américain, scalable tatoué, et compagnie. musclé. Voilà. Faut y aller, faut le faire à votre façon. Et en tout cas, que ça soit pas un regret pour vous, quoi. Et c'est aussi ça que je voudrais, je pense à terme. Pour moi, il y a vraiment cette notion de mouvement, de créer un mouvement, de se sentir la permission d'entreprendre. Justement parce que ces formes d'entrepreneuriat sont beaucoup plus faciles d'accès qu'avant. Donc, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. C'est pas compliqué à créer comme structure. Enfin, voilà, que les gens se sentent à l'aise aussi pour tester. N'attendez pas que ce soit trop tard. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est jamais trop tard au final. Parce que tu vois, je réfléchissais, j'ai des gens, ils ont 58 ans, ils sont dans mes parcours solopreneurs. Donc, tu vois aussi maintenant, quelle vie on va avoir. On a du temps. Ouais. Donc, non, faut y aller. Merci en tout cas cet échange d'un peu plus d'une heure, je crois, qu'on a passé ensemble. On remettra les informations et puis moi, je donne rendez-vous à toute la communauté, à nos communautés pour nous retrouver bien sûr sur nos liens pour bientôt une nouvelle interview. Ton invité que tu nous as dit ou un autre invité. Merci beaucoup. Merci Flavie.